Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Ce matin, nous abordons la question de la planification sous contrainte en utilisant la puissance de la data science. Et donc, comment, dans cet environnement ultra incertain que nous vivons aujourd'hui, il est possible d'utiliser la data pour venir au secours des planificateurs. Alors, avant de démarrer, une rapide présentation des intervenants. Donc, je vais ouvrir le bal. Je suis Laurent Suprano, je suis associé d'Axis Consultant en charge des activités data et digital d'Axis. À mes côtés, Jean-Luc Marini, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis Consultant, et Adrien Moreau, data scientist de notre practice. Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, à l'ordre du jour de notre webinaire, ce que nous vous proposons en termes de déroulé, c'est de rentrer de manière progressive dans la technique, en illustrant avec des exemples concrets et des retours d'expérience notre démarche en matière de planification sous contrainte grâce à la data. Donc, nous aborderons rapidement quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet de l'optimisation combinatoire. En réponse à la planification, à la modélisation de la planification des ressources. Nous ferons ensuite une petite étape pour détailler notre démarche en la matière. Et enfin, nous ouvrirons sur les approches data et pour identifier comment elles peuvent nous permettre de passer de la planification des tâches au pilotage de la performance. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire une rapide présentation d'Axis. Alors, tout d'abord, quelques mots donc, sur Axis Consultant. Donc, Axis est un cabinet de conseil en management qui compte aujourd'hui près de 240 consultants. Nous avons différentes expertises métiers telles que la finance, les achats et la logistique ou encore le digital marketing et commerce. Et à côté de ces trois expertises métiers, nous avons deux pratiques transverses qui adressent cette fois tous les domaines de l'entreprise, que sont la data et l'accompagnement du changement et des transformations. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, nous avons créé un laboratoire d'intelligence artificielle qui permet à nos clients de bénéficier de l'ensemble des opportunités offertes par l'IA. C'est une équipe dédiée à l'innovation et au co-développement de solutions autour des technologies de la data et de l'IA. Notre credo, c'est le conseil en performance et l'accompagnement des transformations. Alors, pour démarrer ce webinaire sur la thématique de la planification sous contrainte, nous voulons revenir sur le quotidien des planificateurs. Finalement, un planificateur aujourd'hui doit faire face à un nombre de contraintes relativement élevé. Bien entendu, cela passe par les contraintes légales et conventionnelles, les durées de travail journalières, les cycles à prendre en compte, les jours de repos obligatoires, les temps de pause, la gestion des congés, la législation bien sûr applicable sur les heures supplémentaires et parfois des contraintes un peu plus spécifiques avec par exemple la présence de contrats de handicap et des temps partiels. On a aussi à prendre en compte les contraintes sociales avec tout ce qui est responsabilité syndicale, participation à la vie de l'entreprise. Enfin, nous avons les contraintes techniques qui sont liées au métier de l'entreprise et à la planification à réaliser. Donc là, on va retrouver, bien entendu, au cœur de ces contraintes techniques, les compétences des employés, l'enchaînement des positions de travail à réaliser ou des activités à mener, aussi des éléments liés aux souhaits des personnels ou encore à la répartition, la bonne répartition des astreintes ou du travail de nuit à réaliser entre les différentes ressources. Enfin, nous avons bien entendu des contraintes économiques puisqu'il s'agit d'optimiser la planification pour prendre en compte, bien sûr, les variations d'activité, les éléments de rentabilité ou d'optimisation de coûts à réaliser. Alors, au-delà de ces contraintes, on va dire qui sont celles généralement connues des problématiques de planification, le contexte actuel avec la crise sanitaire et le Covid a complexifié encore plus le travail de planification. Parmi les nouvelles contraintes qu'on a vues sur les dernières semaines et les derniers mois, on va retrouver au cœur, bien sûr, les problématiques de distanciation sociale à prendre en compte dans les positions de travail, qui viennent rajouter un fort niveau de complexité. Les modes de travail aussi, avec un besoin accru de souplesse, puisque bon nombre d'entreprises ont eu à recourir
à du télétravail, à de la mise en place d'activités partielles, ce qui a encore accru le niveau de contrainte à traiter. Et enfin, des mesures médicales, puisqu'il a fallu prendre des mesures sanitaires, respecter les contraintes médicales liées aux employés à risque. Donc, ces trois grands nouveaux jeux de contraintes sont venus rajouter une complexité et accrue qui nous fait dire finalement peut-être que la data science et les modèles, la modélisation et l'algorithmie peut être une réponse à ces nouveaux paramètres à prendre en compte. Alors finalement, les grands enjeux, avant de rentrer dans le vif des modèles d'algorithmie, les grands enjeux à prendre en compte sont de plusieurs natures. Bien entendu, il faut répondre aux objectifs des métiers concernés, aux variations d'activité à prendre en compte, tout en réduisant et en optimisant les coûts. Avec la crise et les grosses variations qu'on a connues sur les dernières semaines, il a fallu être en mesure de gérer au mieux et d'éviter des situations ou de sureffectifs ou de sous-effectifs pour limiter le recours soit aux heures supplémentaires, soit à l'intérim ou encore des dépassements d'annualisation. En deuxième lieu, c'est important. L'objectif aussi de ces outils de planification, c'est un objectif de satisfaction et de réponse aux attentes des salariés et aussi d'équité de traitement dans la planification des travaux et des activités entre les différents collaborateurs. Il y a bien sûr des préférences à prendre en compte parfois sur les jours travaillés, sur les heures supplémentaires, sur le travail de nuit ou de week-end qui sont à répartir en fonction des desiderata ou des contraintes de chacun. Troisième sujet, la réactivité. On l'a vu pour pouvoir anticiper au mieux l'allocation des ressources en fonction de l'environnement de plus en plus incertain, de plus en plus mouvant. Dernier point que l'on constate nous dans ces sujets de planification, en termes d'organisation, bien souvent les planificateurs ou les personnes en charge de la planification ne sont pas des personnes qui sont dédiées à ce type d'activité. Ce sont souvent des chefs d'équipe, des responsables de chantier, des managers de proximité qui, à côté de ce travail de planification, encadrent les équipes, organisent les journées et ont besoin de passer du temps sur le terrain en proximité de leurs équipes. Donc l'idée au travers de ces modèles de planification, c'est aussi de permettre aux personnes en charge de la planification de dégager le maximum de temps auprès de leurs équipes, voire aussi pour pouvoir travailler sur l'analyse de la performance et l'analyse des données que l'on récolte grâce à la planification. Alors, donc maintenant que Laurence vous a présenté en détail le contexte du planificateur, les difficultés qu'il rencontre, particulièrement dans le contexte actuel, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec l'optimisation combinatoire. Donc déjà, on va voir ce que c'est, en quoi la planification des ressources est un problème d'optimisation combinatoire et quelles solutions apporte l'optimisation combinatoire pour venir à la rescousse du planificateur. Alors tout d'abord, on va définir ce qu'est l'optimisation combinatoire parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas forcément très clair. Alors on donnera une définition et puis ensuite on passera tout de suite à un exemple concret, celui qui nous intéresse de la planification des ressources. Alors pour vous donner la définition, donc un problème d'optimisation combinatoire consiste à trouver dans un ensemble discret un parmi les meilleurs sous-ensembles réalisables, la notion de meilleure solution étant définie par une fonction objectif. Voilà, donc ça c'est la définition théorique. Maintenant, prenons tout de suite un exemple concret. Donc, quand on parle de planification des ressources, il y a bien sûr des ressources. Donc là, dans l'exemple que vous voyez sur les slides, on a pris un exemple de 2 ressources. Il y a bien sûr des tâches à affecter. Donc là, pareil, on a pris 2 tâches. Et il y a des contraintes. Alors là, on a pris un modèle très simplifié où on aurait une seule contrainte qui serait liée aux compétences, à savoir que l'une des ressources n'est pas en mesure de faire l'une des 2 tâches.
Donc, une fois que le problème est modélisé, on va déterminer le sous-ensemble des solutions réalisables, à savoir les affectations possibles. Donc là, on voit dans notre exemple que l'on a 5 affectations possibles. Et donc, par exemple, des affectations où il y a des tâches qui ne sont pas affectées à des personnes. Donc, on voit que ce sous-ensemble, il est discret parce qu'on peut compter le nombre d'affectations. Ensuite, à partir d'une fonction objectif, donc là, notre objectif, ça pourrait être de maximiser le nombre de tâches affectées, on va choisir la ou les meilleures solutions. Donc là, dans notre exemple, on a une solution optimale où toutes les tâches ont été affectées. Alors, maintenant qu'on a présenté l'optimisation combinatoire et qu'on a vu que le problème de planification des ressources est un problème d'optimisation combinatoire, on va voir les différentes solutions possibles. Donc, il en existe 2 principales qui sont la programmation linéaire et l'heuristique. Avant de rentrer plus en détail sur chacune de ces 2 méthodes, on a voulu vous donner une première intuition de leur fonctionnement sur un exemple ludique. Alors voilà, imaginez-vous, vous êtes un aventurier et on vous a envoyé en Amazonie pour découvrir une cité secrète. Vous campez d'un côté d'une rivière et vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas mangé depuis un certain nombre de jours et en fait, par miracle, de l'autre côté de la rivière, il y a un panier de nourriture qui apparaît. Donc, ce que vous voudriez faire, c'est passer de l'autre côté de la rivière, récupérer le panier et le rapporter du côté où vous campez, sachant que du coup, il y a une contrainte, c'est que comme ce panier, il a l'air d'être très lourd, vous aimeriez bien minimiser le nombre de sauts de pierre en pierre pour passer de l'autre côté de la rivière. Du coup, si vous adoptez une approche de programmation linéaire, ce que vous allez commencer par faire, c'est modéliser l'ensemble du problème. À savoir, par exemple, dans notre cas, vous pourriez modéliser la vitesse du courant. Vous pourriez modéliser la localisation des pierres, la distance entre les pierres, la contrainte liée du coup à votre capacité en termes de distance à sauter d'un rocher à l'autre, quelle est la taille maximale que vous pouvez faire de saut, etc. Donc un certain nombre de contraintes. Une fois que vous avez modélisé l'ensemble du problème, vous allez trouver la solution optimale du problème qui est affichée sur le slide. Alors là, vous l'aurez bien compris, en fait, cette phase de modélisation globale du problème, elle est très longue, très chronophage, et en fait, c'est possible que avant d'en arriver à la fin, vous soyez mort de faim. Voilà, donc c'est là qu'arrive l'heuristique. Donc c'est une approche totalement différente où là, en fait, ça va être beaucoup plus pragmatique dans le sens où vous allez commencer par faire un premier saut sur une pierre. Et de proche en proche, vous allez regarder les différentes solutions qui se présentent à vous. Donc, il est possible que dans un premier temps, vous sautiez sur une pierre et que vous n'ayez pas de possibilité de faire un deuxième saut parce que la prochaine pierre est trop loin. Et dans ces cas-là, vous allez revenir en arrière, vous allez tester une autre pierre et de proche en proche, eh bien, vous allez trouver un chemin pour aller de l'autre côté. Donc, par exemple, un premier chemin où vous feriez 4 sauts. Et puis, en continuant à explorer, vous allez trouver un autre chemin qui, lui, peut se faire en 3 sauts. Et au bout d'un certain temps, vous allez décider d'arrêter et vous dire que, bah, voilà, j'ai trouvé une solution qui me convient. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est 2 approches très différentes. Alors, je vais passer la main, du coup, à Jean-Luc qui va vous présenter plus en détail ces 2 approches. Merci beaucoup, Adrien, pour cette métaphore qui illustre parfaitement bien la différence entre la programmation linéaire et les méthodes heuristiques. Pour rentrer un petit peu dans les méthodes utilisées en matière de planification sous contrainte, il est important de préciser que la programmation linéaire a pour but de trouver une solution optimale à un problème que l'on peut exprimer sous la forme d'une fonction linéaire qu'on va chercher à maximiser ou minimiser en tenant compte effectivement d'un ensemble de contraintes qui elles-mêmes sont exprimées sous la forme d'équations ou d'inéquations linéaires. En matière de programmation linéaire, il est important de préciser qu'il existe plusieurs méthodes.
La plus connue d'entre elles étant celle du Sablex. Cet algorithme a été conçu par George Lansing à partir de 1947, c'est pas tout jeune, afin de minimiser une fonction objective sur un ensemble défini par des inégalités. Toutes ces méthodes de programmation linéaire ont en commun de déterminer une solution optimale, mais dans un temps qui peut être plus ou moins long, comme l'a très bien précisé Adrien, en fonction du nombre de variables et des contraintes relatives au problème que l'on cherche à résoudre. Du coup, il est important de préciser également qu'il est possible d'accélérer la résolution d'un problème en ne prenant en compte qu'une partie des contraintes ou en décomposant le problème lui-même. Toutefois, on aura tendance à préférer d'autres types de méthodes d'optimisation sous contrainte pour trouver une solution satisfaisante à des problèmes d'optimisation qui vont comprendre un grand nombre de variables et un grand nombre de contraintes. Les méta-heuristiques font clairement partie des méthodes qui permettent d'apporter une réponse à des problèmes d'optimisation où l'on rencontre des solutions combinatoires, c'est-à-dire qu'on est confronté effectivement à ce grand nombre de contraintes et ce grand nombre de variables. Elles permettent de trouver en fait une solution optimale en parcourant efficacement un ensemble de combinaisons et en identifiant des solutions potentielles, mais sans pour autant s'arrêter à la première combinaison satisfaisante trouvée. La recherche de la solution optimale ne se faisant pas forcément en un temps fini, il est possible de définir malgré tout des critères d'arrêt basés sur le temps ou le nombre d'itérations afin de trouver une solution satisfaisante qui ne sera peut-être pas la solution optimale, mais qui permettra de répondre malgré tout efficacement aux problèmes posés. Il est important de préciser que ces méthodes relèvent d'une approche non déterministe qui permet de résoudre effectivement des problèmes d'optimisation complexes pour lesquels on ne connaît pas de méthode qui soit plus efficace. Mais le mieux est de vous parler à présent des différentes méthodes qu'on utilise et de leur principe de fonctionnement. Quand on a recours aux méta-heuristiques, la première question que l'on se pose, c'est souvent celle de savoir quelle méthode choisir. Effectivement, en matière de méta-heuristique, on est confronté à un grand nombre de méthodes. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de 3 méthodes. La première qui s'appelle le recuit simulé, la recherche avec tabou et les algorithmes évolutionnaires. Le recuit simulé, c'est une méthode qui s'inspire d'un processus qu'on utilise en métallurgie, où on alterne des cycles de refroidissement lent et de réchauffage, d'où le terme recuit, pour minimiser en fait l'énergie lors du travail du métal et trouver en fait ce qu'on appelle une configuration stable, c'est-à-dire un métal qui ne soit pas trop souple ni trop cassant. C'est cette approche en fait empirique de refroidissement et de réchauffage qui a été modélisée puis transposée dans le domaine de l'optimisation pour trouver les extrémas d'une fonction. Il est important de préciser que cette méthode est aujourd'hui beaucoup utilisée dans la conception des circuits électroniques ou l'organisation des grands réseaux informatiques. La deuxième méthode dont nous avons choisi de vous parler mémorise les combinaisons testées dans une liste. On parle de liste tabou pour ne pas rester bloqué à la première combinaison satisfaisante trouvée et continuer à rechercher une meilleure solution dans l'espace des solutions possibles. La recherche avec tabou est fréquemment utilisée dans l'optimisation, par exemple, des portefeuilles boursiers ou l'organisation de tournées commerciales. Enfin, les algorithmes évolutionnaires, ce sont des méthodes de calcul qui s'inspirent de l'évolution des êtres vivants. On parle généralement de bio-inspiration et qui permettent d'évoluer dans un ensemble de solutions potentielles via des opérateurs dits de sélection et de variation, qui font clairement référence en fait au principe de sélection naturelle et de mutation des espèces. Ces algorithmes sont très utilisés dans les tests d'applications informatiques et l'optimisation de réseaux de points de vente. Je vais à présent passer la parole à Adrien qui va pouvoir comparer ces différentes méthodes d'optimisation combinatoire et vous présenter les critères de choix qu'il convient de retenir. Alors oui, tout à fait. Alors oui, donc on va faire une synthèse maintenant que Jean-Luc est rentré dans le détail des différentes approches. Alors, tout d'abord, en termes d'optimisation de la solution, donc là, comme Jean-Luc l'a disait justement, la méthode linéaire exacte permet d'obtenir la meilleure solution. Alors que dans le cadre de la méta-heuristique, on a une solution approchée
de la solution optimale. Dans bien des cas, on obtiendra la meilleure solution, mais ce n'est pas systématique. En revanche, en termes de temps de réponse, la méthode linéaire sera beaucoup plus longue que la méta-heuristique, dans le sens où la méta-heuristique, on pourra ajuster le temps de réponse en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on déterminera, par exemple le nombre total d'itérations ou de mettre une exigence en termes de temps de réponse maximal. Et en termes d'obtention de la solution, la méthode linéaire, il faudra attendre la modélisation totale du problème avant d'obtenir une solution, alors que dans le cadre de la méta-heuristique, on obtiendra une solution à tout instant. Alors, maintenant, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, on a voulu vous présenter les chiffres issus d'un REX, de tests qu'on a réalisés pour un groupe industriel. Alors, ce test, il avait pour objectif de comparer les différentes méthodes, à savoir donc 3 méthodes. Une méthode développée en interne de ce groupe, basée sur des règles métiers et du coup l'expérience issue du métier, et qu'on a mis en opposition avec, d'une part, la méthode linéaire et d'autre part, la méthode heuristique. Ces tests, on les a réalisés sur une semaine, avec chaque jour un certain nombre de tâches à affecter, donc de l'ordre de 700, et pareil en termes de nombre d'agents, environ 700. Et ce qu'on peut constater, du coup, premièrement, c'est que la méthode linéaire comme la méthode heuristique ont permis d'obtenir des meilleurs résultats de l'ordre de 8% en termes de nombre de tâches affectées, ce qui n'est pas négligeable, par rapport à la méthode interne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut constater qu'en termes de temps de réponse, on est tout à fait correct pour l'ensemble des méthodes de l'ordre de quelques minutes. En revanche, la méta-heuristique a permis d'obtenir des temps de réponse beaucoup plus faibles, de l'ordre de divisé par 2 par rapport à la méthode linéaire. Donc, on voit que dans ce cas-là, c'est la méta-heuristique qu'il faut privilégier. Alors, maintenant voilà, on vous a présenté les différentes méthodes de l'optimisation combinatoire, on va reprendre un peu de hauteur et on va vous parler de l'approche qu'on préconise pour mettre en place une solution de planification sous contrainte chez vous. Alors, tout d'abord, on va vous présenter et vous opposer 2 approches. Une approche qui consisterait à mettre en place un progiciel, parce que voilà, il existe sur le marché des progiciels de planification sous contrainte, et on va l'opposer à la méthodologie qu'on préconise, data. Alors le progiciel, lui, il va être orienté processus, c'est-à-dire que le progiciel il est basé sur un workflow qui va plus ou moins s'adapter aux processus existants dans l'entreprise. Et du coup, comme il va s'adapter plus ou moins facilement, la mise en place de ce progiciel va être plus ou moins complexe et l'adoption va être plus ou moins forte par les employés. Et ceci va potentiellement poser des difficultés. Jean-Luc, je crois que tu as une anecdote à raconter sur le sujet. Oui, effectivement, Adrien, nous avons en fait un retour d'expérience avec l'un de nos clients qui est dans le domaine de l'expertise technique. Cette société, en fait, a choisi de se doter, il y a de ça quelques temps, d'un progiciel de planification sous contrainte pour gérer les tournées d'expertise de ses différents collaborateurs. Sachant que le nombre de variables et le nombre de contraintes sont sans cesse amenés à évoluer de par leur métier, le progiciel choisi avait vraiment du mal à fournir une planification des tournées des experts qui soit vraiment optimale. Cette société, a donc choisi de stopper l'utilisation de ce logiciel pour adopter une approche qui soit purement data. Jean-Luc, pour cet exemple. Donc, ça vous montre bien les difficultés qu'on peut rencontrer avec une approche progicielle. Et donc, à l'inverse, notre approche data, elle est orientée usage, c'est-à-dire qu'on va partir de vos besoins, de vos contraintes, contrairement à un progiciel où
il y aurait un workflow plus ou moins imposé et qui s'adapte plus ou moins au processus de l'entreprise. Là, vraiment, on va partir de vos besoins, de vos contraintes qu'on va modéliser et donc choisir la solution la plus adaptée parmi celles qu'on vous a présentées précédemment pour répondre à ce problème. Donc forcément, en termes de capacité d'adaptation aux aléas et contraintes spécifiques, on est meilleur que pour l'approche progicielle. D'autre part, forcément, on aura des boucles plus courtes de mise en production et le passage à l'échelle sera facilité. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans notre approche. Donc, l'approche qu'on propose, c'est une approche data classique et pragmatique avec différentes étapes. Donc, une première étape de collecte, à la fois de collecte de données, de collecte des contraintes de votre organisation. Donc ça, c'est une étape qui peut durer de 2 à 3 semaines. Ensuite, il va y avoir une étape de modélisation. Donc, en fonction des contraintes, des besoins qui auront été identifiés dans la première phase, on va les modéliser mathématiquement et choisir la solution ou les solutions les plus adaptées à votre problème. Donc ça, forcément, c'est une étape qui est plus longue et qui durera entre 4 et 6 semaines. Une fois que ceci est fait, on a une phase de test et d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va tester les algorithmes qu'on aura déterminés dans la phase de modélisation, on va les paramétrer. Voilà, donc ça, c'est une phase qui dure de 3 à 4 semaines. Une fois que tout ceci est fait, que les tests sont validés, la solution est validée, vient une phase de généralisation. Et là, sur cette phase, on se positionne en tant que AMOA sur la phase de déploiement pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on n'a volontairement pas mis de délai parce que forcément, ça dépend beaucoup de votre organisation, d'un certain nombre de paramètres. Ce qui est important de noter également, c'est qu'on possède des accélérateurs au sein d'Axis. Alors, je pense notamment à des outils data ETL, comme par exemple Alteryx. Et on possède également notre propre infrastructure. Peut-être que Jean-Luc, tu veux dire 2 mots sur notre infrastructure ? Oui, Adrien. Nous avons conçu en fait et mis en œuvre chez Axis une architecture AWS à base d'Instance S3, plateforme d'analyse de données unifiée sur le cloud qui s'appelle Databricks et un entrepôt de données entièrement géré as a service sur l'infrastructure AWS qui s'appelle Snowflake. Cette architecture de type sandbox nous permet de faire effectivement des POC de manière sécurisée avec nos clients. Elle permet aussi de faire contribuer les experts métiers, fonctionnels et techniques à ces POC avec des profils adaptés et des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes. Jean-Luc. Du coup, maintenant, je vais passer la main à Laurence qui va nous faire une synthèse un peu de notre approche. Merci Adrien. Donc, en synthèse de cette approche, je voulais insister sur du coup les trois axes et les 3 grands leviers de notre approche que sont le levier technologique, le métier et l'humain. Ce qui fait vraiment et ce qui constitue l'ADN finalement d'Axis au sens large, c'est vraiment d'associer ces trois axes pour trouver la meilleure solution et une solution sur mesure. Donc au plan technologique, comme vous l'avez vu, grâce à la maîtrise à la fois de l'algorithmie, des modèles, mais aussi des infrastructures techniques pour pouvoir tester ces modèles et derrière faire tourner les apprentissages nécessaires. On dispose avec notre laboratoire d'intelligence artificielle et notre practice data des expertises nécessaires pour opérer les bons choix, qu'ils soient méthodologiques ou technologiques. À côté de ces choix méthodologiques et technologiques, il faut bien sûr être en capacité, comme le disait Adrien, vis-à-vis de ces approches data, d'intégrer et de bien comprendre les problématiques et les besoins de nos clients en termes de planification des ressources, puisqu'il s'agit à chaque fois de s'adapter à des contraintes ou de pouvoir réadapter en fonction de nouvelles contraintes les modèles existants et associé à cette expertise métier, de pouvoir aussi bien prendre en compte, bien évidemment, les contraintes RH et sociales.
Enfin, dernière dimension, pas des moindres, il faut pouvoir s'adapter aux facteurs humains et prendre en compte ce facteur humain dans ce genre de démarche pour être à tout moment en mesure de garantir l'appropriation de ces outils par les planificateurs et les utilisateurs de ces modèles. Donc pour nous, le succès de ces approches réside vraiment dans cette vision à 360, à la fois technologique, métier et humaine des projets. Alors, en dernière partie, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu le champ des possibles au-delà de la simple planification des ressources et de voir en quoi cette planification initiale des ressources, cette activité très opérationnelle, permet aussi d'améliorer le pilotage de la performance plus globale des organisations et des activités concernées. Alors finalement, pour nous, ces approches data permettent à tout moment collecter de l'information, et cette collecte d'informations, cette analyse de l'information pour conduire à la planification permet de rentrer dans un cercle vertueux d'amélioration continue via la recherche d'insights et de causalité pour améliorer finalement, traiter les causes et améliorer la performance de l'activité. Alors, on a identifié au travers du retour d'expérience qu'on a pu mener chez nos clients, on a identifié 3 grands volets pour améliorer la performance. Donc déjà, concernant les compétences, on s'est rendu compte finalement qu'au travers de l'analyse des données, on tombait régulièrement sur des tâches qui étaient non affectées. Et donc, l'analyse des raisons pour lesquelles ces tâches étaient régulièrement non affectées nous a permis de travailler sur les compétences et donc de travailler sur l'adéquation entre les ressources et les emplois et les compétences et les activités à mener. Ça a permis aussi de travailler sur le recours à la sous-traitance ou à l'intérim, puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une forte variabilité de l'intérim en fonction des organisations et de rechercher pourquoi, dans certaines conditions, certaines organisations avaient plutôt recours à l'intérim et d'autres étaient en mesure de s'appuyer sur les ressources internes. Deuxième champ d'exploration pour l'amélioration de la performance, c'est l'analyse des absences et des raisons, l'analyse de la causalité des absences pour pouvoir travailler finalement sur derrière les moyens à mettre en œuvre pour soit anticiper ces absences inexpliquées, donc savoir si c'est des causalités organisationnelles, si c'est lié à des changements de pratiques RH, si c'est lié à des facteurs exogènes, et d'identifier aussi les meilleures façons de trouver des solutions de substitution. Et dernier sujet sur lequel nous sommes intervenus en termes d'amélioration de la performance, c'est sur la gestion capacitaire. C'est un grand sujet de la planification pour optimiser et trouver la façon d'optimiser au mieux les plans d'affectation et les plans de charge et l'utilisation des ressources. Donc finalement, en conclusion, comme nous l'avons écrit sur ce support, l'idée de ces approches data, c'est de vraiment pouvoir adresser l'objectif de la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, sur la bonne activité ou sur le bon poste de travail. Alors, en guise de conclusion, nous souhaitions du coup ouvrir un petit peu sur les champs des possibles que ces approches permettent de traiter et de faire le lien avec les différentes practices d'Axis. Puisque ce que l'on peut voir si l'on fait écho au contexte actuel, c'est-à-dire à un contexte de crise sanitaire où on a dû faire face de manière très rapide, donc faire preuve d'une très grande réactivité dans l'adaptation des activités, c'est que les approches data permettent finalement en quasi temps réel, augmenter le champ des contraintes et prendre en compte ces nouvelles contraintes pour optimiser au mieux les opérations. Donc, dans les différentes natures d'opérations pour lesquelles ces approches sont bien entendu très appropriées, on va retrouver la gestion des emplois du temps,
Alors là, on n'est pas sur de la planification opérationnelle d'activités dans des centres logistiques ou dans des centres de maintenance, par exemple, mais on va pouvoir travailler sur les emplois du temps d'équipe, que ce soit en mode projet ou en mode récurrent. Ça s'adapte aussi très bien à toute la tournée, aux tournées de véhicules pour des optimisations de réseau et de déplacement. Là, on peut travailler aussi sur l'optimisation de la consommation de carburant, par exemple. C'est aussi plutôt dans le domaine des ventes, faisant écho à notre practice commerce et digital, un moyen d'optimiser des réseaux de points de vente et d'identifier les meilleures implantations possibles de magasins. Plutôt dans le domaine finance, on va retrouver ce qui relève de choix d'investissement. Lorsque vous avez des grandes structures et des grandes entreprises qui ont des grands chantiers d'investissement pluriannuels avec des engagements très importants, des engagements financiers très importants, ces modèles-là s'appliquent aussi. Si je fais écho plutôt à notre practice achat, bien entendu, sur la planification des achats, et c'est aussi un sujet sur lequel ces modèles-là peuvent apporter des solutions. Et enfin, là, c'est un sujet beaucoup plus traditionnel sur la planification industrielle ou la planification des travaux de maintenance. On a recours de manière quasi systématique à ce type d'approche. Donc finalement, on retrouve au travers de l'utilisation de ces algorithmes de modélisation un champ possible en termes d'optimisation de la performance qui couvre l'ensemble des pratiques métiers qu'Axis peut adresser. Je crois que nous en avons terminé pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat de Webikeo pour nous faire part de vos différentes questions ou remarques. Alors, je crois qu'on a une question de Philippe. Pouvez-vous gérer la planification des ateliers de production industrielle avec le problème de panne, manque de composants ou retard, absence opérateur? Donc là, je crois que Philippe a dû un petit peu anticiper notre conclusion où du coup, on vous a présenté les différents cas d'usage possibles. Donc oui, c'est un problème qu'on peut résoudre. On a vu que ce type de problème, c'est un problème d'optimisation combinatoire, hein. Ça rentre dans le dernier point. Ça rentre dans le dernier point en bas à droite de planification industrielle. Donc oui, c'est un problème qu'on peut résoudre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question de Thierry. Comment vous vous assurez que la collecte des données est assez qualitative pour un bon résultat? Tu veux que je réponde, Adrien? Effectivement, le problème de la validation de la qualité passe aussi par des valideurs. Et les valideurs sont souvent des experts métiers. Alors, lorsqu'on traite effectivement des problématiques de ressources humaines, les valideurs sont à la fois des gens des RH et des gens des métiers. Et c'est souvent eux qui nous permettent effectivement d'avoir de la donnée de qualité au passage et de vérifier qu'on est bien conforme à la fois dans la manière de produire la data et à la fois dans la manière de la gérer à un certain nombre de référentiels. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. On va retrouver les deux questions qu'on vient de voir. Ok. Je crois que nous en avons quasiment terminé les questions. À ce stade, nous n'avons pas de nouvelles questions. Donc, merci encore pour nous avoir suivis pour ce webinaire. Ah, peut-être une nouvelle. Ah, oui. Alors, pour recueillir les datas, avez-vous des connecteurs SAP ou autres?
C'est une question de Philippe. Merci pour la question. Je ne sais pas si tu souhaites répondre, Jean-Luc, sur la. Est-ce qu'en termes de collecte de data. Oui, on peut peut-être faire une. Alors, sinon, on peut parler d'Alterix. Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que. Oui, c'est une possibilité. La première réponse qui me vient comme ça, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans une démarche progicielle. Donc, contrairement à un progiciel qui aurait des connecteurs, nous, c'est pas tout à fait ça. Par contre, on a des outils qui sont des extracteurs qui, effectivement, eux, ont des connecteurs. Et c'est à partir de ce moment-là que, je dirais pour nous, l'extraction, effectivement, se fait via ces outils-là. On parlait d'Alterix, effectivement, à l'instant avec Laurence. Via une plateforme comme Alterix ou comme Databricks, par exemple, sur notre architecture AWS, on a des possibilités, je dirais, d'aller effectivement directement extraire la donnée via SAP. D'Alterix rapidement, donc nous avons un partenariat avec cette société-là qui commercialise du coup une plateforme data. Et cette plateforme data dispose à la fois de fonctions avancées de collecte de données avec différents outils, que ce soit des logiciels ou d'autres outils de data. Et en l'occurrence, elle permet de se connecter à SAP. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas l'impression pour l'instant. Bon, je crois que c'est bon. Nous vous remercions encore pour avoir participé à ce webinaire. Excellente journée à vous et j'espère à très bientôt pour d'autres sujets data et IA. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.